Bonsoir tout le monde, bienvenue sur C8 et bienvenue dans Voyage au bout de la nuit, votre émission littéraire du soir. Ce soir, nous sommes en pleine lecture des lettres choisies de Madame de Sévigné. Madame de Sévigné eut de son vivant une réputation d'épistolaire, figurez-vous. Ces lettres étaient parfois copiées avant qu'elle les envoie, avant le départ du courrier, et elles étaient lues en société et couraient de main en main comme ça. Donc de 1635 à 1696, ces lettres ont formé une forme de gazette, mais pas écrite par une novelliste de bas étage. Non, non, pas du tout. Et vraiment, c'est encore aujourd'hui utilisé. Ces lettres sont encore aujourd'hui utilisées par les historiens, par les philosophes, pour se renseigner sur les mœurs de la cour de l'époque. Voilà, alors là, nous avons lu plusieurs lettres ensemble. Nous allons entamer la lettre numéro 24, qui est destinée à sa fille, puisqu'en fait, Madame de Sévigné écrivait principalement à sa fille, qui s'ennuyait en Provence, et donc elle lui racontait tout ce qui se passait dans la cour du roi, la cour de Louis XIV. Voilà. Je vous propose de recommencer notre petite lecture avec une lettre que Madame de Sévigné a écrite le 29 janvier 1674 à Madame de Grignan. Je vous souhaite une belle lecture. Si vous voulez réagir sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire en utilisant le hashtag VBN. Bonne lecture les amis. À Paris, lundi 29 janvier 1674. Ma bonne, je suis en colère contre vous. Comment vous avez eu la cruauté de me dire, connaissant mon cœur comme vous faites, que vous m'incommoderez chez moi, que vous m'ôterez mes chambres, que vous me romprez la tête? Allez, vous devriez être honteuse de me dire ces sortes de verbiage. Est-ce que pour moi que ce style est fait? Prenez plutôt part à ma joie, ma bonne. Me réjouissez-vous de ce que vous m'ôterez mes chambres? Qui voulez-vous qui les remplisse mieux que vous? Est-ce pour autre chose que je suis aise de les avoir? Puis-je être plus agréablement occupée qu'à faire les petits arrangements qui sont nécessaires pour vous recevoir? Tout ce qui a rapport à vous n'est-il point au premier rang de toutes mes actions? Ne me connaissez-vous plus, ma bonne? Il faut me demander pardon et rétablir par votre confiance ce que votre lettre a gâté. Vous ai-je assez grondé? Il me semble que vous deviez compter sur votre congé plus fortement que vous n'avez fait. Le billet que je vous ai envoyé de Monsieur de Pomponne vous en assurait assez. Un homme comme lui ne se serait pas engagé à le vouloir demander sans être sûr de l'obtenir. Vous l'aurez eu le lendemain que vous m'avez écrit, et il eût fallu que vous eussiez été toute prête à partir. Vous me parlez de plusieurs jours. Cela me déplaît. Vous aurez reçu bien des lettres par l'ordinaire du congé. Et vous aurez bien puisé à la source du bon sens, c'est-à-dire Monsieur l'archevêque, que votre conduite sur toutes vos affaires. Vous aurez vu ce que la garde vous conseille pour amener peu de gens. Si vous amenez tout ce qui voudra venir, votre voyage de Paris sera comme celui de Madagascar. Il faut se rendre léger et garder le décorum pour la province. J'avais déjà parlé à Belle-Abbé pour une calèche. Le chevalier de Buhoux, Janet, et le chevalier de Grignan en trouveront sans doute. Pour moi, je m'en vais arrêter une petite maison que le bien bon a vue, qui est près d'ici, qui n'est point chère, qui sera pour votre équipage, et même pour le coadjuteur, s'il n'avait pas mieux. Car nous comptons que vous l'amènerez. Vous aurez vu toutes les raisons qui nous le font souhaiter. J'ai causé avec Monsieur de Lavardin de nos affaires. C'est un homme sûr. C'est un homme sur qui l'on peut compter. Il est assurément de mes amis, et je vous prierai de le bien recevoir. Il pâme de rire de la grande affaire qu'on fait pour votre gratification. Cela est honteux à votre infâme évêque. Vous avez vu ce que l'on donne en Bretagne, que le roi et Monsieur Colbert trouvent fort bon? Lavardin a touché 110 000 francs cette année en appointement, garde gratification. Je ne puis pas vous représenter son étonnement, et combien il est propre à discourir sur cette affaire. Pour moi, j'en ai par-dessus la tête.
Mais il faut se calmer. Ce que vous dites des copies que l'évêque fait faire et que vous seriez riche si vous lui rendiez le papier marqué et qu'il ne l'ait pu faire ailleurs. Et assurément, une des plus plaisantes visions du monde. Nous parlerons à Monsieur de Pomponne pour le prévenir sur tout ce qu'on peut lui écrire de Provence. Il tiendra le parti de la justice. Voilà de quoi l'on peut répondre en général. C'est dommage qu'on ne puisse compter l'augmentation du présent qu'on fait à la pluie à l'Assemblée, proposée par le prélat. Il y a pourtant un tour et un ton à donner, moyennant quoi cela nous servira. Monsieur de Pomponne ne vient point de la dernière semaine. Il m'envoya des prières de dîner. Ce sera pour samedi. Il faudra prendre conseil de votre manière d'agir avec ce marin. J'ai appris qu'il n'a pas pu se dédire de la première présidence et que cela va son train. Le mariage n'est pas si assuré. Je crois que Monsieur de Grignan est allé à Marseille et à Toulon. Il y a un an, comme à cette heure, que nous étions ensemble. Vous songez donc à moi en revoyant Salon et les endroits où vous m'avez vu. C'est un de mes mots que le souvenir que me donnent les lieux. J'en suis frappée au-delà de la raison. Je vous cache, et au monde et à moi-même, la moitié de la tendresse et de la naturelle inclination que j'ai pour vous. On va fort à l'opéra. On trouve pourtant que l'autre était plus agréable. Baptiste croyait l'avoir surpassé. Le plus juste, j'abuse. Ceux qui aiment la symphonie y trouvent toujours des charmes nouveaux. Je crois que je vous attendrai pour y aller. Les bals de Saint-Germain sont d'une tristesse mortelle. Les petits-enfants veulent dormir dès 10 heures. Et le roi n'a cette complaisance que pour marquer le carnaval, sans aucun plaisir. Il disait à son dîner, « Quand je donne point de plaisir, on se plaint. Et quand j'en donne, les dames n'y viennent pas. » Il ne dansa la dernière fois qu'avec Madame de Crussol, qu'il pria de ne lui point rendre sa courante. Monsieur de Crussol, qui tint le premier rang pour les bons mots, disait en regardant sa femme plus rouge que les rubis dont elle était parée, « Messieurs, elle n'est pas belle. Oh, mais elle a un bon visage. » Votre retour est présentement la grande nouvelle de la cour. Vous ne sauriez comment les compliments que l'on m'en fait. Il y a aujourd'hui 5 ans, ma bonne, que vous fûtes. Quoi, mariée ? J'ai vu enfin chez elle la pauvre Caderousse. Elle est verte et perd son sang et sa vie. 3 semaines tous les mois. Cela ne peut pas aller plus loin. Mais voilà, Monsieur le chevalier de Grignan, qui vous dira le reste. Du chevalier de Grignan. Je ne sais que la mort de la pauvre chirurgienne qui s'est tuée parce qu'on lui avait ôté son amant. L'aventure est pitoyable. Elle savait mieux l'anatomie que son père. Elle a choisi le milieu du cœur et a enfoncé le poignard. Enfin, elle est morte et je la pleure. Je suis arrivée chez Madame de Sévigné. J'ai trouvé qu'elle vous écrivait. Je vous croyais à Lyon et ne songez qu'à me préparer à vous recevoir dans 8 jours. Et vous n'y serez pas dans 15 jours. J'ai reçu votre lettre de Salon. Je ne sais pas pourquoi vous ne recevez pas les miennes. Je vous ai écrit toutes les fois que j'ai pu, depuis que je suis ici. Adieu, Madame la Comtesse. Je suis tout à vous. Je vous quitte pour entretenir votre charmante mère, que j'aime tendrement. Il est vrai qu'il m'aime. Et je vous quitterai bientôt, aussi pour l'entretenir. Ma bonne, apportez-moi votre vieil éventail et votre vieille robe de chambre des Indes. De l'un, je vous ferai faire un petit tableau, et de l'autre, un petit paravent. Il ne faut point rire, vous verrez. Amenez-moi, bonne fille, préférablement à tout autre. Je vous embrasse, ma bonne, avec des tendresses que vous ne sauriez connaître. On parle fort de la paix. On dit qu'elle aurait été faite dès cet été, mais que personne n'avait voulu s'aboucher avec Monsieur de Chaulnes. Le bien bon est tout à vous. Et moi, au Grignan. Mon petit compère n'est pas encore revenu. Vous recevrez cette lettre à Lyon. Je vous prie d'embrasser pour moi la belle Rochebonne et d'assurer Monsieur le Chamarier que je l'honore et l'estime parfaitement. Pour ma bonne. Lettre du 27 avril, la 25e, à Guiton. Écrite à Paris, le 27 avril, donc, 1674.
C'est une plaisante chose que de recevoir une de vos lettres datée d'Aix, que ma pauvre fille se trouve fâchée de n'y être pas pour vous y recevoir. Vous aurez bientôt Monsieur de Grignan, mais pour elle, je vous la garde. Revenez la voir tout aussitôt que le service du roi, votre maître, vous donnera la liberté de quitter vos îles. Je ne sais si elles sont inaccessibles. Je crois que vous devriez le souhaiter, car le bruit ne court pas que vous ayez beaucoup d'autres défenses, au cas que les ennemis fussent assez insolents pour vous faire une visite. Je laisse à notre cher d'Acqueville à vous parler de la Franche-Comté et de toutes les armées que nous avons sur pied aux quatre coins du monde. Je veux vous dire ce que les gazettes ne disent point. Monsieur le Premier, prenant congé du roi, lui dit « Sire, je souhaite à votre Majesté une bonne santé, un bon voyage et un bon conseil. » Le roi appela Monsieur le Maréchal de Villeroy et Monsieur Colbert et leur dit « Écoutez ce que Monsieur le Premier me souhaite. » Le maréchal répondit de son fossé « En effet, sire, tous les trois sont bien nécessaires. » Je supprime la clause. Je veux parler aussi de Madame la Duchesse de Vallière. La pauvre personne a tiré jusqu'à la lie de tout. Elle n'a pas voulu perdre ni un dieu ni une larme. Elle est aux Carmélites. Oui, où 8 jours durant, elle a vu ses enfants et toute la cour, c'est-à-dire ceux qui en restent. Elle a fait couper ses beaux cheveux, mais elle a gardé 2 belles boucles sur le front. Elle caquette et dit merveille. Elle assure qu'elle est ravie d'être dans une solitude. Elle croit être dans un désert, pendue en cette grille. Elle nous fait souvenir de ce que nous disait il y a bien longtemps Madame de Lafayette, après avoir été 2 jours à Rueil, que pour elle, elle s'accommoderait parfaitement bien à la campagne. Mandez-nous comme vous vous trouverez de la vôtre. Si j'avais l'hippogriffe à mon commandement, je m'en irais causer avec vous de toutes les farces qui sont faites ici, entre les Grignans et les Forbins. Les ruses de ceux-ci, les droitures des autres et le reste. Mais il faudrait être à Époisse pour parler 5 heures de suite. Je n'oublierai jamais cette aimable maison, ni les douces et charmantes conversations, ni les confiances de Monseigneur. Je les tiens précieuses. Et je prétends, par le bon usage que j'en fais, avoir une part dans son amitié, dont je lui demande la continuation préférablement à toutes ses autres sujettes et servantes. Mon oncle l'abbé fait 1000 compliments. Il a reçu les ordres de Madame votre femme, qu'il exécutera avec plaisir. Lettre 26 à Madame de Grignan. Écrite à Paris, mercredi 29 mai 1675. Comment voulez-vous que je ne pleure pas, ma très chère bonne, en lisant votre lettre? Il ne me faut pas tant pour fondre. Au nom de Dieu, ma bonne, ne vous amusez point à retourner sur des riens. Si j'en suis quelquefois pénétrée, c'est moi qui ai tort. Je dois vous être assurée de votre cœur. Et je la suis en effet. Cette délicatesse vient de l'extrême et unique attention que j'ai à vous, dont rien ne m'est indifférent. Mais songez aussi que, par cette même sensibilité, un mot, un retour, une amitié me retourne le cœur et me comble de tendresse. Vous n'avez pas loin à chercher pour trouver cet excès. Je vous conjure donc, ma bonne, de n'être point persuadée que vous ayez manqué à rien. Une de vos réflexions pourrait effacer des crimes, à plus forte raison des choses si légères qu'il n'y a quasi que vous et moi qui soyons capables de le remarquer. Croyez, ma bonne, que si je ne puis conserver d'autres sentiments pour vous que ceux d'une tendresse sans égale, d'une inclination parfaite et d'un goût naturel qui ne finira qu'avec moi. J'ai tâché d'apprendre à Livry ce qu'il faut taire pour détourner ses idées. Toute ma difficulté, c'est qu'il ne s'en présente point Toute ma difficulté, je reprends parce qu'il y a eu trop de bafouillage et je m'en excuse. Toute ma difficulté, c'est qu'il ne s'en présente point à moi qui ne soit sur votre sujet et que je ne sais où en prendre d'autres. Ainsi, Corbinelli est bien empêché. Enfin, ma bonne, il faut espérer que le temps les rendra moins amers. Un peu de dévotion et d'amour de Dieu mettrait ce calme dans mon âme. Ce n'est qu'à cela seul que vous devez céder.
Corbinelli m'a été uniquement bon à Livry. Son esprit me plaît et son dévouement pour moi est si grand que je ne me contraignais sur rien. J'en revins hier et descendis chez monsieur le cardinal, à qui je trouvais tant d'amitié pour vous qu'il me convint par cet endroit plus que les autres, sans compter tous les anciens attachements que j'ai pour lui. Il a 1000 affaires. Il passe la Pentecôte à Saint-Denis, mais il reviendra ici pour 8 ou 10 jours encore. On ne reviendra ici. On ne parle ici que de sa retraite. Chacun en parle selon son humeur, quoiqu'il n'y doive avoir qu'une opinion qui doit la faire admirer. Madame de Lavardin, Mesdames de Lavardin, de la Troche et de Villars m'accablent de leurs billets et de leurs soins. Je ne suis point encore en état de profiter de leur bonté. Madame de Lafayette est à sa mort. Madame de Langeron a la tête enflée. On espère qu'elle mourra. La reine et Madame de Maupassant furent lundi aux Carmélites de la rue du Beaulois. Plus de 2 heures en conférence. Elles en parurent également contentes. Elles étaient venues chacune de leur côté et s'en retournèrent le soir à leur château. Je vous écrivis avant-hier. Je vous adressais la lettre à Lyon, chez monsieur le Chamarier. Je serais bien fâchée que cette lettre fût perdue. Il y en avait une dans le paquet de notre cardinal. Voici encore un billet de lui. Votre lettre est très bonne pour pénétrer le cœur et l'âme. Être avec lui et faire quelque chose pour vous, voilà ce qui m'est uniquement bon. Son Éminence a été ce matin chez un de vos présidents, et moi chez l'autre et chez 2 autres juges. Ce serait à moi à vous remercier de me donner les moyens de vous être bonne. Cela seul peut me contenter. Monsieur de Coulanges sera votre souvenir. Il est vrai qu'il ne faut pas perdre un jour dans les adieux. Je serais très fâchée d'avoir perdu celui de Fontainebleau. Le moment de la séparation est terrible, mais il est encore pis ici. Je ne prendrai jamais aucun temps de vous voir. Je ne m'en rapproche point, je ne m'en reproche point, et pour me raccommoder avec Fontainebleau, j'irai au-devant de vous, ma bonne. Dieu vous enverra des facilités pour me conserver la vie. Ne soyez point en peine de ma santé, je la ménage puisque vous l'aimez. Je me porte très bien. Je sais l'intérêt que vous y prenez. N'y soyez jamais en peine de ceux qui ont les dons des larmes. Je prie Dieu que je ne sente jamais de ces douleurs où les yeux ne soulagent point le cœur. Il est vrai qu'il y a des pensées et des paroles qui sont étranges, mais rien n'est dangereux quand on pleure. J'ai demandé de vos nouvelles à vos amis. Je vous remercie, ma chère comtesse, de votre aimable distinction. Monsieur le maréchal de Créqui a pris Dinan. On dit qu'il a du désordre à Strasbourg. Les uns veulent laisser passer l'empereur, les autres veulent tenir leur parole à monsieur de Turenne. Je n'ai point de nouvelles des guerriers. On m'a dit que les chevaliers de Grignan avaient la fièvre. On m'a dit que le chevalier de Grignan avait la fièvre tierce. Vous en apprendrez des nouvelles par lui-même. Il a écrit « J'embrasse ce triste voyageur et le supplie de se remettre à son humeur naturelle. Un souvenir à mon Gobert. Mandez-moi bien de vos nouvelles. Et si vous mangez, et comme vous aurez trouvé vos enfants. Du cardinal de Retz. Je ne vous dis point, ma très chère nièce, que je suis touchée comme je le dois des marques de bonté que j'ai vues pour moi dans la lettre de madame de votre mère. Vous ne doutez assurément pas de ma considération, ni de ma reconnaissance. Le cardinal de Retz. Et voilà, voici la fin de notre lecture de la lettre numéro 26 de Madame de Sévigné à sa fille Madame de Grignan. Je vous propose de cesser notre lecture de ce récit pour le moment, mais vous découvrirez la suite des lettres de Madame de Sévigné en compagnie d'une autre lectrice. Salut tout le monde, à bientôt.